Bonjour à tous. Le cas que nous vous présentons aujourd'hui va se situer dans un secteur culturel en crise, touché par la crise économique et par les mutations technologiques, et il est donc en pleine réorganisation. Il va concerner en fait Sandra, qui a 45 ans, qui est une collaboratrice consciencieuse, compétente, loyale, qui occupe la fonction de responsable marketing client et qui est en charge depuis peu d'un projet CRM dont elle a été nommée chef de projet. On verra qu'elle n'a pas la pleine responsabilité de pilotage, mais qu'elle a une autorité technique en fait sur ce projet. Elle souffre de ses deux patrons, dit-elle, puisqu'elle a un rattachement hiérarchique direct et un rattachement fonctionnel, puisqu'il y a une organisation matricielle qui a été mise en place pour la gestion de ce projet. Alors, ces deux patrons, il y a le premier qui s'appelle Gilles, qui pilote le projet CRM, donc qui est son patron fonctionnel. Gilles est décrit par Sandra comme doué d'un bon sens politique, voire d'un très bon sens politique. Elle est appréciée de sa hiérarchie, il est ambitieux, il est habile. Et Sandra a l'impression de se faire avoir en fait par Gilles. Gilles s'approprie son travail, selon elle, à son seul profit. Elle produit beaucoup, mais elle en récolte peu de fruits et elle aimerait bien être plus visible en fait. De l'autre côté, il y a Alban, qui est son responsable hiérarchique direct, et qui, lui, est sous pression extrême depuis la réorganisation. Ses fonctions ont été élargies et sur le sujet spécifique du CRM, il n'a pas d'expérience et il est en rivalité avec Gilles, rivalité qui préexistait avant cette organisation, mais dont la mise en place, évidemment, a accentué et a exacerbé la rivalité. Alors, Gilles se comporte, d'abord est très inquiet et très stressé par cette nouvelle situation, se comporte de manière colérique. Il se montre parfois très humiliant envers Sandra, qui n'est pas la seule cible de ces humiliations, puisqu'il y a d'autres collaborateurs qui s'en sont plaints aussi. Et spécifiquement pour Sandra, il ne représente aucun soutien sur le dossier du CRM. Et du coup, Sandra ne dort plus la nuit, a la boule au ventre pour aller au travail, ne sait plus comment s'y prendre en fait pour se faire entendre de son responsable hiérarchique dont elle a besoin, mais elle prend sur elle pour tenir, avec des conséquences psychologiques assez importantes. Elle est très très préoccupée par cette situation, elle rumine, elle cède aux doutes existentiels, en veut évidemment d'être aussi faible. Elle pleure dès qu'on lui demande comment ça va, elle se trouve trop émotive en fait. Et de son point de vue, en fait, du point de vue de Sandra, quand elle va exposer son cas, elle va évidemment parler du problème apparent. Je ne vais pas bien, je ne vais plus bien, je ne sais plus quoi faire. Mais elle va faire un lien direct et immédiat avec un problème plus profond qui la concerne, qui est je ne suis plus à ma place en fait, qui va être ce doute, l'expression de ce doute existentiel. Qu'est-ce que je fous là, à quoi ressemble ma vie? Et en fait, sa vie ressemble plutôt à un désert, comme montre cette photo, parce qu'elle est faite de contraintes en fait. Tout est devenu contrainte dans sa vie. Évidemment son cadre professionnel, évidemment elle doit réussir aussi dans sa vie personnelle, mais elle n'arrive pas à dormir, donc il faut qu'elle se détende, donc il faudrait qu'elle fasse du sport, mais elle n'a pas de temps, et en fait elle doit tout faire, et jusqu'au moment où ces 100% de contraintes enlèvent tout désir et tout sens en fait à la situation. Alors la DRH reçoit Sandra, elle s'inquiète sérieusement de son état et envisage d'agir en fait pour elle, puisqu'elle est venue se signaler en fait, signaler son désarroi. Alors je vais vous poser une question en fait à tous les trois. Que feriez-vous de la DRH dans le cas de Sandra, et quel type de solution envisageriez-vous? Honnêtement, je pense qu'il faut lui demander, la diriger en fait, pour aller consulter. Déjà dans un premier temps, oui, pas la laisser dans cette souffrance. Vous concrètement, par exemple, vous lui diriez quoi? Je lui dirais, oui, je lui dirais d'aller consulter, oui, parce que elle est dans un tel état. Il faut que quelqu'un lui dise. Elle le voit pas de toute façon. Elle voit qu'elle est très mal. C'est pas elle qui va avoir la force d'aller consulter. Après, dans l'entreprise, on peut très bien mettre une structure de place. Mais voilà, moi je pense qu'il y a urgence dans cette situation. Et en parallèle, recevoir dans un premier temps peut-être de façon individuelle les trois acteurs, cueillir leur... Avec les deux managers donc. Oui.
Mais individuellement, je pense d'abord, et après individuellement, peut-être les évidemment, recevoir tous les trois en même temps pour confronter leurs ressentis et essayer de voir là où est le problème. Et je ne sais pas si je les confronterais tous les trois en même temps. Je pense que je les recevrais individuellement pour connaître vraiment leur position sans qu'ils aient peur de parler aux autres. D'accord, très bien, merci. Et Monsieur Pata, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je crois que tout a été dit. Effectivement, à titre personnel, faire en sorte qu'elle puisse consulter. Et puis après, point de vue managérial, il faut bien résoudre la situation. Donc, faire une entrevue avec les personnes séparément, mais à un moment ou à un autre, il faudra faire une entrevue commune, à mon avis. Très bien, donc je vous propose qu'on continue en fait à explorer le cas, et puis on va vous présenter ce qui a été fait en fait. Du coup, pour comprendre un peu mieux en fait comment se passe la situation, nous allons regarder en fait quels sont les acteurs impliqués dans l'ensemble de l'organisation. Alors évidemment, nous avons Sandra, qui a ce poste de marketing client, qui est rattaché hiérarchiquement à Alban, qui est directeur de l'innovation. Peu importe en fait leur fonction, mais voilà comment ça a été construit. Lui-même ayant un directeur général qui s'appelle Arthur, et il y a donc un PDG aussi qui est à l'origine de l'idée du projet CRM, ce qui est une importance en fait dans l'organisation. Ce PDG décide de confier en fait le pilotage du projet CRM à Gilles, qui est directeur des opérations, sentant en fait le directeur de l'innovation, Alban, pas évidemment compétent dans la matière, mais ayant quand même, de par sa fonction, encadrant quand même des ressources telles Sandra, donc il imagine une configuration matricielle. Donc il a conscience évidemment que Gilles et Alban ne s'entendent pas, mais il part du principe que ça ne doit pas être un problème. Comme tout le monde en a conscience, le directeur général va jusqu'à contacter Sandra pour lui dire sur ce dossier, soit empathique en fait, entre sous-entendus, soit empathique à la mesure où Alban ne sait pas l'être en fait, et où il met de l'huile sur le feu dans la relation avec Gilles. Donc on confie finalement quelque chose en plus de l'ordre de en plus de la mission technique, on confie une sorte de mission relationnelle en fait à Sandra, donc qui va dépendre fonctionnellement de Gilles. Alors en fait on a vu que Sandra a une vraie difficulté à travailler, à collaborer avec Alban par rapport justement au fait qu'il ne suit pas de près ce dossier, et on va voir évidemment le détail tout à l'heure. Et du point de vue de la DRH, c'est ce qui nous intéresse là, on va voir que la DRH qu'on appelait Laurence ici, elle sait que l'organisation du projet CRM est complexe, voire dangereuse d'une certaine façon pour les gens, mais elle n'y peut rien en fait. C'est une décision du PDG, donc voilà, on prend ça comme une situation de départ. Elle voit bien qu'Alban, le directeur de l'innovation, est particulièrement tendu et stressé depuis la réorganisation. Il y a des faits importants qui le montrent, et notamment elle a dû gérer plusieurs départs ou demandes de mobilité au motif d'un manager colérique et difficile en fait. Donc on a vu tout à l'heure qu'Alban savait être très colérique et humiliant vis-à-vis de Sandra, mais que ça n'était pas le seul cas, et que ça avait été jusqu'à des départs et de la déstabilisation de services, qui contribue aussi évidemment à fragiliser beaucoup Alban, qui ne peut pas s'empêcher en fait de réagir comme il le fait. Alors évidemment, quand Sandra va voir la DRH, la DRH la découvre dans un état de découragement et d'épuisement très préoccupant, comme vous l'avez dit, et elle s'inquiète pour elle, et elle va accéder à la demande d'aide de Sandra. Et donc, cette DRH connaissait, était en contact avec l'ACT, donc elle va mettre en place un dispositif d'accompagnement en fait, pour recevoir et accompagner Sandra. Si on regarde au niveau interactionnel, en fait, ce qui se passe pour Sandra et le problème qui se présente à elle avec le plus d'acuité, parce qu'elle a beaucoup de problèmes, en fait, Sandra, mais elle en a un plus important que les autres, qui est qu'elle ne peut pas compter sur le soutien de son supérieur hiérarchique, Alban. En fait, elle aimerait pouvoir compter dessus, mais elle n'y arrive pas. Donc on va traduire finalement ce qui se passe en termes relationnels entre eux. Alors, premier point, c'est que Alban, on a vu, il ne maîtrise pas ce dossier stratégique, c'est la volonté du DG, mais il doit agir en fait, et notamment il doit agir au niveau de l'allocation de ressources. Alors évidemment, il y a Sandra comme ressource, mais il y a aussi des décisions financières aussi qui sont
impliqué dans le développement du projet, et ça, voilà, il doit prendre des décisions de budget. Mais on ne lui a pas confié, en revanche, le pilotage et les décisions stratégiques. Donc, il est dans un inconfort et une méfiance et une tension continue, en fait, sur ce sujet. Sachant cela, évidemment, la première réaction de Sandra, c'est qu'elle essaye d'avancer sur le dossier en évitant au maximum de solliciter pour éviter les complications. Elle se dit, si je commence à rentrer dans les détails, ça va être l'enfer, donc j'avance, en fait. Mais, de par la structure et l'organisation, elle ne peut pas avancer sur tout. Elle a besoin de l'aval hiérarchique. Et donc, quand c'est nécessaire, elle lui demande les ressources dont elle a besoin pour avancer le projet. Donc ça met évidemment Alban en tension. Il demande pourquoi c'est faire. Donc Sandra va avoir la confirmation finalement du manque de compréhension d'Alban en termes de marketing, sur les enjeux de ce projet, et elle va redoubler d'explications pour mettre au courant et justifier finalement sa demande. Face à ces explications, Alban a plutôt tendance à s'énerver et à demander combien ça va rapporter, à essayer de trouver du sens en fait dans cette situation de demande, et ça déstabilise bien sûr Sandra parce qu'elle n'a pas forcément la position en fait dans la gestion de projet pour répondre à des questions plus stratégiques de combien ça va rapporter. En fait, le véritable personne qui pourrait répondre à ça, c'est plutôt Gilles, en fait, et non pas Sandra, puisque Sandra a une compétence technique là-dessus, et c'est là-dessus qu'elle intervient. Donc, elle n'est pas claire dans ses réponses, en fait, et donc, elle se montre hésitante, et du coup, elle pense qu'en enrichissant ses explications, elle va pouvoir finalement répondre au mieux à l'inquiétude d'Alban. Mais évidemment, comme on peut s'en douter, il va trouver pas très rassurant ses réponses hésitantes, il va devenir assez irascible, cassant, et il va plutôt couper court en fait à ces échanges. Donc ça a un effet évidemment sur Sandra, parce qu'elle ne peut pas compter sur cette collaboration, elle ne peut pas compter non plus sur la coopération entre Gilles et Alban, et elle se méfie de Gilles, donc elle est un peu coincée. Elle est seule face à sa responsabilité, elle se décourage en fait. De son côté, Alban, lui, va recevoir des pressions d'Arthur, qui est le DG, parce que finalement Arthur voit que le projet avance pas aussi vite qu'il pourrait. Et donc, il s'inquiète, il va chercher de l'information auprès d'Arthur, il lui met la pression, et du coup, Alban doit coopérer, il le sait, et il doit avancer malgré ses réticences et son inquiétude. Et face aux impératifs du projet, eh bien, Sandra repart au combat, en fait, et à chaque étape, elle espère que cette fois, elle va pouvoir quand même convaincre son manager, et en fait, à chaque étape, elle s'épuise un peu plus. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la boucle? Il y a une espèce de boucle qui se nourrit mutuellement entre Sandra et Alban. Du côté de Sandra, sa position vraiment, elle est voilà ce qu'il y a à comprendre. Elle essaye vraiment de justifier tout et d'éclairer finalement au mieux la situation. Voilà ce qu'il y a à comprendre. Et Alban répond mais en fait je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu pour des raisons très émotionnelles en fait. Et on voit qu'il y a une boucle qui s'installe en fait face à la situation et face à la situation émotionnelle en fait, au frein émotionnel d'Alban. Sandra apporte une réponse très rationnelle. Et en fait, c'est une réponse qui visiblement dans ce cas-là est de toute façon assez inappropriée, puisque comme le dit Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore et que la raison ne comprend pas. Et en fait, au plus on est rationnel face à quelqu'un qui est dans l'émotionnel, et au moins on arrive à toucher son rationnel en tout cas. Donc, pour aller plus loin dans la compréhension de la résolution de ce problème, je vais vous parler maintenant d'un concept qui est très central en fait dans notre approche, dans l'approche systémique, qui est celui du concept de la tentative de solution. Donc, ce qu'on appelle ici les tentatives de solution, c'est tout ce qui va être mis en place au titre de solution imaginée et souhaitée, tout ce qui va être mis en place par la personne ayant le problème ou par les autres personnes qui sont impliquées dans ce système pour résoudre le problème avec les meilleures intentions du monde, a priori. Donc ce concept est intéressant puisqu'il va nous permettre en fait de réduire la complexité d'une situation sans la dénaturer, pour essayer de trouver un chemin pour intervenir. Est-ce que ça vous paraît clair ce concept? Est-ce que ça vous paraît est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On va avoir l'occasion de l'illustrer après. C'est
C'est un peu comme une image, on va prendre l'image quand on essaye d'éteindre le feu avec de l'essence et qu'on n'a pas du tout conscience qu'il y a de l'essence dans le bidon qu'on utilise. Et donc avec les meilleures intentions du monde, parfois on produit le pire, c'est que on se demande pourquoi ce feu est si diabolique à ne pas s'éteindre alors qu'en fait on n'a pas conscience que finalement la solution qu'on essaye de mettre en place a plutôt tendance à aggraver la situation. Donc si ces tentatives sont dysfonctionnelles, comme le cas de l'illustration que je viens de prendre, alors non seulement finalement ces solutions-là qu'on a imaginées, elles maintiennent et elles exacerbent involontairement le problème au lieu de les résoudre. Et donc, je vais dire à Václavic qu'en fait, le problème, c'est la solution. Václavic est un théoricien et un praticien en fait de l'approche de Palo Alto et de l'approche systémique et interactionnelle et qui a mis en évidence beaucoup et travaillé beaucoup sur justement les situations très paradoxales et stratégiques, la manière stratégique d'en sortir en fait. Donc le problème, c'est pas la solution, c'est la solution qui ne marche pas. Voilà, c'est ça. Et donc là, on voit bien que les ressources ici, dans le cas d'une situation de blocage, les ressources habituelles, en fait, elles touchent leurs limites en fait à ce moment-là. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut éteindre le feu avec du liquide, mais effectivement, on pensait que c'était de l'eau, mais là, c'en est pas. Alors justement, par rapport au cas que je vous ai présenté, par rapport à Sandra, on va voir ce qu'elle fait en fait pour essayer de résoudre son problème. Donc, on va voir que la première des choses, en fait, c'est qu'elle va éviter le plus possible de solliciter Alban, pour éviter évidemment ses réactions colériques et irascibles, et pour gagner du temps en fait. Elle est dans l'illusion que comme ça, elle va pouvoir avancer un peu plus vite. Bon, eh bien, ça a un effet sur le moment, mais évidemment, ça n'est pas durable, puisque, évidemment, elle va avoir besoin, de toute façon, de repasser par lui pour avancer. Et donc, la deuxième tentative de solution qu'elle va mettre en place, c'est elle va chercher à expliquer, elle va chercher à rassurer. Alors, elle le voit bien inquiet, en fait, et elle voit qu'elle ne comprend pas, donc elle va essayer de faire en sorte qu'il s'inquiète moins, il va essayer de faire en sorte qu'elle comprenne mieux. Et ça, pour elle, c'est la manière qu'elle a trouvée, en fait, pour obtenir plus vite son aide, en fait. C'est-à-dire qu'elle puisse compter sur lui, en fait. Et donc, elle va essayer aussi d'expliquer, de rassurer pour que lui gagne en compétences, c'est-à-dire pour qu'il profite, en fait, de son expertise à elle, qu'elle s'approprie mieux le dossier et finalement qu'elle remonte les informations au DG, ce qui va lui donner une visibilité que Gilles, qui est le pilote du projet, ne lui donne pas, en fait. Donc, elle pense vraiment que, du coup, il y a vraiment quelque chose à jouer de ce côté-là. La troisième chose, qui est importante dans le comportement de Sandra, c'est qu'elle rationalise beaucoup. Elle pense tout le temps, en fait. Donc, elle est toujours en train de faire marcher sa raison. Donc, elle anticipe les réactions des uns et des autres. Elle sait que Gilles, on ne peut pas compter sur lui. Elle sait que Alban, il va falloir évidemment le rassurer. Elle va chercher des meilleures explications pour convaincre Alban, toujours des meilleures explications. Au lieu de répéter simplement ce qu'elle fait, en fait, elle précise encore et encore et encore. Et en fait, au plus il y a des précisions et des nouvelles informations, au plus Alban est mis en confusion, en fait. Il se dit, mais ça ne s'arrêtera jamais, en fait. Et puis, le troisième point, c'est qu'elle cherche du sens et des explications à sa situation. Évidemment, elle mouline, quoi. Et même des explications à sa vie. Elle se rend compte finalement que voilà, elle arrive à une impasse en fait par rapport à ça. Une quatrième tentative de solution qui est d'en parler à son entourage et donc avec ses collègues. Elle en parle, elle dit à quel point c'est difficile et elle décrit finalement ses interactions avec ses deux patrons. Et là évidemment son entourage est unanime. Elle cherche une solution raisonnable, encore une de plus on va dire, mais son entourage lui dit mais c'est pas possible, tu peux pas laisser faire ça, tu dois dénoncer ce comportement irascible et colérique, le fait qu'il est incompétent sur ce sujet, il faut y aller quoi. Mais son entourage en fait, le fait d'en parler, ça la soulage sur le moment de pouvoir se déverser en fait par rapport à ça, mais ça lui convient pas du tout ces réponses-là. Donc elle se retrouve même seule en fait par rapport à ça, parce qu'en plus de tout, elle n'a pas l'impression d'être vraiment comprise, parce que ce que l'entourage lui demande de faire, c'est inacceptable pour elle en fait. Donc tout ça se referme sur elle. En fait, il y a une sorte de piège en fait qui se referme sur elle. Alors on va le voir comment il fonctionne ce piège. D'abord, il y a un niveau d'attente de la part de Sandra qui est un idéal en fait, qu'on retrouve chez quand même beaucoup de gens et qui n'est pas un problème en soi bien sûr, c'est qu'elle soit perçue comme une experte.
Donc, elle a été finalement sélectionnée pour être l'experte de ce projet, en tout cas technique de ce projet. Elle a une stratégie, c'est qu'elle doit être convaincante. Cette stratégie c'est même de l'ordre de la croyance, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'elle convainc en fait son supérieur hiérarchique comme elle le fait. Et puis elle mesure les résultats. Et les résultats, ils sont assez décevants en fait, parce qu'elle se rend compte, comme on a vu la boucle relationnelle, Alban répond, je suis pas convaincu en fait. Donc elle dit, je ne suis pas comprise. Donc ils vont se dire que je ne suis pas assez experte en fait. C'est pas parce que comme je n'arrive pas assez bien à les convaincre, alors ça veut dire que je ne suis pas assez experte. Qui n'est pas au même niveau, bien évidemment, parce que dans un cas, on parle de stratégie relationnelle et dans l'autre, on parle de compétences et d'expertise technique. Comme elle n'est pas satisfaite du résultat, elle va mettre en place encore des nouvelles tentatives de solutions. Elle va faire plus de la même chose. Elle va redoubler d'efforts et d'explications. Et ainsi, elle va renourrir l'espoir et l'illusion d'être perçue comme une experte, en tout cas auprès d'Alban, c'est sûr. Et elle va remettre en place une stratégie, toujours de la même façon, elle doit être convaincante. Et le résultat, c'est qu'elle va de désillusion en désillusion. Elle commence à s'épuiser. Alors au début, elle réessaye, mais à la fin, elle commence à se dire, mais ça ne va pas du tout, on est en train de perdre le fil. Et donc, c'est ce cercle infernal, en fait, c'est cette spirale d'échec, en fait, dans lequel elle est par rapport à ses tentatives, qui va l'amener, en fait, qui va nourrir, en fait, le doute existentiel. Qu'est-ce que je fous là? J'aurais pas dû accepter cette mission. En fait, il faut que je bouge, il faut que je change. Alors, on voit là que l'entreprise a pris des décisions, a mis en place une organisation et que finalement, ça produit une démotivation en fait par rapport à ça, face à la difficulté de Sandra à réguler en fait cette situation. Du doute existentiel, elle va jusqu'à l'épuisement. Le diagnostic en fait, alors tous ces éléments, on vous les a présentés parce que justement il y a eu cet accompagnement et qu'on a pu analyser évidemment la situation. On va vous décrire un petit peu plus la manière dont on a travaillé là-dessus. À ce stade-là, on va formaliser un diagnostic. En fait, Sandra a été reçue par l'acte et en fait le diagnostic est posé. Après un entretien, on voit que Sandra elle est clairement en situation imminente de burn-out. Il n'y a pas de doute. Évidemment qu'elle a les symptômes physiques, on va dire, qu'elle n'arrive pas à dormir, qu'elle est fatiguée. Mais au-delà de ça, elle nous décrit toute sa mécanique, en fait, toute sa spirale d'échec qui l'épuise, en fait. Donc ça vient confirmer finalement les symptômes visuels, en fait, que l'on voit. On peut analyser aussi qu'elle a une difficulté relationnelle à poser des limites, en fait, et à affronter les réactions négatives, en fait, de son patron. Le fait que, évidemment, soit la méfiance de Gilles, d'un côté, soit l'irascibilité d'Alban de l'autre, en fait. Elle ne veut pas décevoir, en fait. Et puis, un troisième axe, évidemment, c'est qu'elle cherche à contrôler ses émotions et celles de ses interlocuteurs. Donc, évidemment, quand elle veut éviter les réactions négatives, elle cherche à contrôler ça. Mais surtout, elle voit bien qu'elle craque, en fait. Et elle trouve qu'elle est trop émotive, en fait. Et elle veut absolument contrôler ça, ce qui est évidemment incontrôlable. Et donc, dans notre intervention, une fois ce diagnostic fait, ça a été évidemment de prévenir ces risques de burn-out qui, pour nous, sont des risques d'un burn-out annoncé, évidemment. Et on va mettre en place un certain nombre de choses. On va donner des prescriptions, en fait. Vous allez voir qu'on va le détailler un peu après le principe du diagnostic. Mais dans le cas de l'accompagnement que nous avons fait, on a donné des prescriptions, des choses à faire, en fait, pour que Sandra injecte quelque chose de nouveau dans les relations qu'elle a et qui la font souffrir, en fait. Et donc là, on va mettre en éclairage le fait que finalement, plus elle donne des explications, plus elle se justifie, plus elle tend à contribuer beaucoup à inquiéter et à fragiliser Alban et à ne pas le rendre coopératif par rapport à son objectif. Donc, d'essayer d'arrêter de lui donner toujours plus d'explications et de se justifier. D'autant plus que se justifier, paraître coupable. Et quand on paraît coupable, malheureusement, on est traité en coupable. Et donc, ça, c'est une position, évidemment, que Sandra trouve assez injuste. Donc, ça va l'aider à trouver de la motivation pour s'empêcher, en fait, de donner des explications. On lui a prescrit aussi de faire le pare-choc. C'est une technique qu'on utilise quand on sait par avance quelles vont être les réactionnelles des gens. Donc, faire le pare-choc, annoncer qu'elle ne sait pas aussi. Elle va pouvoir avouer sa faiblesse d'une certaine façon. Et là aussi, il y a un recadrage très aidant pour elle, c'est que faire l'expérience, avouer sa faiblesse, c'est faire l'expérience d'être fort d'une certaine façon, puisqu'il y a quelque chose qu'on reconnaît en fait et qui est assez juste d'ailleurs par rapport à la situation.
Et puis le troisième axe, c'était effectivement d'aller solliciter plus son responsable hiérarchique et de lui dire quand elle ne savait pas, comme un point d'avancement, d'échange. On a vu que l'un des premiers mouvements et l'une des premiers réflexes de Sandra, c'était évidemment d'éviter de le solliciter pour ne pas avoir trop de complications. Voilà. Donc ça, c'était les trois premières pistes en fait qu'on a mis en place sur l'intervention. Alors pour rentrer un petit peu, pour vous donner plus de détails en fait, la prestation, en fait, l'intervention a duré. Il y a eu 10 séances en fait. À la suite de la mise en place de ces prescriptions, Sandra a dit que elle allait beaucoup mieux. Du tout sortie d'affaire, mais que la pression était descendue, qu'elle se sentait mieux en fait. À la troisième séance, elle a commencé à dire qu'elle était convaincue que la DRH avait dû parler à son patron puisqu'elle avait observé que son patron fonctionnait différemment. En fait, en réalité, la DRH n'avait pas du tout parlé à son patron, mais elle a été en mesure en fait d'observer qu'il y avait un changement dans la relation en fait. Mais elle ne pouvait pas l'analyser, évidemment, elle ne pouvait pas faire le lien que ce mode de ce changement d'attitude relationnelle était évidemment lié au sien, puisque elle avait bougé là-dessus. Donc, et à la 7e séance, en fait, les choses commençaient à se stabiliser. Et sur les séances, les dernières séances sont généralement faites pour consolider le travail, en fait. Donc, rapidement, en fait, ce qu'elle a témoigné, elle a témoigné de quand j'affiche que je ne sais pas, en fait, j'ai vu que je gagnais en crédibilité et qu'ils reconnaissaient mieux mon travail. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de connivence qui se faisait relationnellement. Du coup, ça avait créé une nouvelle zone de relation. Mieux, il m'a donné des clés pour mieux communiquer en comité mensuel avec le N+2 et je fais mieux passer mes idées qu'avant et je n'ai plus l'impression de me faire avoir. Donc en fait, en travaillant sur la relation, notamment avec Alban, ça lui permet d'obtenir un peu plus de son objectif qui était de gagner en visibilité en fait. Et donc, ce qui a contribué à faire baisser beaucoup sa tension. Et puis, alors là, sa grosse surprise, c'est qu'elle l'a trouvé beaucoup plus humain et qu'elle déléguait mieux. Enfin, quelque chose s'était vraiment passé dans la relation. Sur un plan méthodologique, en fait, comment nous avons procédé? Vous aviez été tous les deux tout à l'heure à dire que vraisemblablement dans l'intervention, il y aurait un moment où il faudrait peut-être cadrer les choses avec les responsables hiérarchiques. Il se trouve que dans l'approche qu'on a choisie là et que l'on applique, le conflit qui semble beaucoup expliquer le problème en fait, il est resté vraiment en périphérique de notre intervention. En fait, nous avons travaillé vraiment avec les personnes la plus mobilisable, évidemment, c'était Sandra. Les symptômes qui sont invalidants, donc ça c'est vraiment un principe sur lequel on applique dans le travail, dans l'approche, c'est que ces symptômes sont des conséquences d'une façon dysfonctionnelle de réagir à une situation problématique. Ainsi que toute personne a les ressources pour trouver ses solutions aux difficultés d'ordre psychologique et relationnel auxquelles elle est confrontée, y compris quand on est dans des situations proches du burn-out d'ailleurs. Et là, l'intervenant, nous on l'aide à surmonter ses incapacités temporaires et le important c'est de penser que quand on est bloqué dans une situation, dans un contexte particulier, on est en situation d'incapacité, mais que ces incapacités sont temporaires tant qu'on agit de cette façon. Donc, face à cette situation de burn-out, nous avons fait un diagnostic opératoire et en fonction du résultat, on fait une action ciblée. Dans ce cas-là, ça a été, un coaching stratégique en fait. Juste un tout petit point, ça, vous deux, vous avez posé des questions sur la méthodologie. Quand il y a des cas qui entre guillemets se présentent et sont à doute, ça c'est vrai pour les cas de burn-out, mais comme pour les autres cas, notre façon de fonctionner, c'est comme d'ailleurs pour vous en tant que médecin, on fait un diagnostic qu'on appelle un diagnostic opératoire d'une séance. À la suite de quoi, on va donner notre point de vue et on va donner les prescriptions, les débuts de prescription, comme d'ailleurs pour les médecins, c'est un peu la même chose. Voilà, ce principe de prescription étant propre à l'approche. Donc c'est une première chose, quand vous avez des cas identifiés, ça démarre par une situation de diagnostic et ensuite l'intervention va dépendre de ce qui va se passer dans le diagnostic. Grégoire vous parle du diagnostic opératoire, voilà comment on procède en fait. On identifie les acteurs impliqués par la situation, comme on a vu pour le cas, qui est impliqué dans le problème et qui intervient pour résoudre le problème sans y parvenir. Et ça c'est un point clé parce qu'on se rend compte que le problème en fait est vraiment rencontré par Sandra et qui intervient pour résoudre ce problème, c'est surtout Sandra et la DRH et certainement pas les managers. En fait, les managers sont pas mobilisés là-dessus, en fait, et pas mobilisables de toute façon. C'est d'ailleurs ce que intuitivement vous avez suggéré tout de suite quand on a posé la question, de rencontrer les interlocuteurs
Après ça, on a une technique de diagnostic et d'interrogation des personnes concernées afin de déjà commencer à mettre en exergue ce principe de tentative de solution. C'est en ce sens que le diagnostic est opératoire. C'est pas uniquement de poser le diagnostic, c'est déjà donner le chemin de la résolution. Donc le deuxième point, en fait, c'est ce que vient de dire Grégoire, hein, c'est on rencontre les acteurs impliqués, on recueille leur point de vue et on essaye de bloquer ce qui contribue à rendre persistant le problème. Après, on va identifier les personnes les plus mobilisables, comme je viens de le dire, pour faire l'action ciblée. Donc le principe, en fait, du diagnostic, il est systémique. Comme vous l'avez vu, il prend en compte la globalité de la situation pour concevoir ces actions ciblées, qui vont simplifier la complexité de la situation sans la dénaturer, et tous les interlocuteurs impliqués et concernés par la situation. Le deuxième dimension, c'est que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on prend vraiment en compte les ressources et les limites de chacun pour proposer vraiment des modalités alternatives, mais opératoires, qui vont avoir un véritable effet. Ils vont être accessibles, donc c'est plutôt une démarche assez écologique, ça respecte en fait les capacités de chacun, et efficace, comme on l'a vu dans le cas. Et puis le dernier point, dernière dimension, c'est qu'il est opératoire, donc l'aide qu'on va apporter va donner à chacun une nouvelle perception de sa situation avec des modalités nouvelles et personnalisées. Donc sur les trois dimensions stratégiques, de la communication et l'attitude relationnelle. C'est que non seulement on apprend aux gens quoi dire, quoi faire, ça c'est vraiment l'aspect stratégique, d'où les prescriptions et d'où l'aspect stratégique. On leur apprend comment le dire, c'est pas le tout de savoir où on veut aller, il faut savoir comment le dire, mais il faut savoir aussi de quelle manière, quelle attitude relationnelle adapter. C'est en ce sens que l'approche de Palo Alto agit sur toutes les dimensions du changement. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est des experts du changement par ces trois dimensions. Alors je précise à ce niveau-là qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire, évidemment, et que toutes les recommandations qu'on va faire, elles vont être évidemment faites par rapport au contexte spécifique, en fait. C'est vraiment du sur-mesure, c'est-à-dire que ce qui va marcher dans un contexte ne marche pas forcément dans l'autre, et ce ne sont pas des recettes, en fait, qu'on va appliquer, mais bien on va s'ajuster à la façon dont la problématique est construite ici et maintenant dans ce contexte-là. Évidemment, sur l'absence de réponse adéquate, généralement, c'est assez coûteuse pour une organisation. Il y a des règlements organisationnels, il y a la dégradation de la santé, la performance individuelle, comme on a vu pour Sandra, et puis l'impact sur l'équipe, évidemment, puisque c'est insécurisant et souvent signe d'impuissance de la direction. Donc les sorties de crise de cette nature sont à moindre coût, puisque, comme vous l'a dit tout à l'heure Grégoire, on observe jusqu'à 80% de taux de réussite. Ces taux-là étant définis par les clients eux-mêmes, qui définissent et qui disent nous avons réussi à sortir de notre impasse. En termes économiques, le budget moyen en fait pour une intervention individuelle est entre 3 et 10 000 euros, selon le nombre d'interlocuteurs, selon la complexité évidemment de la situation qui se présente. Et puis une intervention collective, ça peut aller de 500 euros à 2 000 euros par participant, selon également la situation. Et généralement, on intervient toujours dans un cadre de